J'ai quelques défaillances sur les interactions sociales, alors je vais garder mon petit papier pour vous faire l'introduction de cette conférence. Je suis Sandrine Toujas et au nom de l'ensemble de la PEP de Boulogne-Billancourt, je vous remercie d'être présents aussi nombreux ce soir pour ce troisième volet de notre cycle de conférences sur les enfants à besoins éducatifs particuliers. Avoir un enfant, devenir parent, c'est une aventure. Je pense que tous les parents présents ici seront d'accord avec ça. Tous les enseignants aussi, certainement. La vie est faite de surprises et d'aléas. Une famille d'enfants à besoins éducatifs particuliers le sait. Une famille dans laquelle naît un enfant porteur d'autisme le vit plus que tout autre. Une famille dans laquelle naît un enfant porteur d'autisme est obligée d'inventer sa route au jour le jour. Et elle croise de nombreuses intersections. Cela commence par des questionnements sur un enfant dont, dès tout petit, le comportement est un petit peu différent, parfois beaucoup. Dans le meilleur des cas, soyons honnêtes, il y a de grands progrès. Un diagnostic est posé. La famille s'adapte à cet enfant, différent, met en place une organisation pour les repas, pour le sommeil, pour les activités quand c'est possible, mais aussi pour les crises, car des crises, il y en a. Puis très vite vient l'âge de l'école, le temps des apprentissages et de la socialisation, le temps où un enfant devient un élève 6 heures par jour, ou pas. Pour les enfants porteurs d'autisme, quand elle est possible, cette étape-là est rarement simple. C'est ce dont nous vous proposons de parler ce soir. Bien entendu, cette description est taillée à l'âche et n'a que valeur d'exemple. Je sais combien les parcours peuvent être différents. Est-ce que je vous ai dit en introduction que la vie était faite de surprises et d'aléas? Il y a quelqu'un qui me voit venir? Ce soir, nous allons vivre une petite aventure en direct. L'agenda de Joseph Chovanec a été remanié récemment, il y a quelques jours. Une petite broutille, une histoire de conférence nationale du handicap à l'Élysée en présence du président de la République. Un détail. Cette broutille a retardé son colloque de Marseille, qui le conduit à prendre l'avion ce soir. Là, vous me voyez peut-être davantage venir. Et comme le facteur d'incertitude n'était pas assez grand, les contrôleurs aériens sont joueurs et ont décidé de faire grève. Donc là, il est dans l'avion. Pour être totalement transparent avec vous, au moment où je vous parle, nous ne savons toujours pas si Joseph Chovanec viendra, un quart d'heure, une demi-heure. C'est une grande incertitude. Aussi, nous allons vous proposer une conférence avec un agenda complètement remanié. Nous entendrons ce soir Anne-Sophie Peil, présidente d'Autistes sans frontières 92, qui vous présentera le point de vue des familles qu'elle connaît bien. Comme nous souhaitions aussi et avant tout vous présenter et porter la parole des personnes porteurs d'autisme, je vous demanderai de faire le meilleur accueil à Michel et Léa, qui sont ici, 2 collégiens, inclus en milieu ordinaire, qui vont venir prendre la parole et présenter leur vie à l'école. Nous apprenons aussi que Hugo Rio a eu la gentillesse de venir nous rejoindre pour parler de son expérience de l'inclusion en milieu ordinaire. Il viendra à cette table pour parler de son parcours. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Léa, j'ai 13 ans et j'ai un syndrome d'Asperger. Cette année, je suis en 5e Ulysse, c'est-à-dire que je suis une partie de temps en 5e ordinaire pour les matières où je peux suivre et une autre partie du temps dans une classe avec peu d'élèves, où je travaille toutes les manières de façon amusante et adaptée. J'ai des difficultés à comprendre les autres. Ce qui est difficile pour moi, c'est de déchiffrer les sous-entendus, l'humour, les expressions et les métaphores. J'ai des difficultés à me contrôler, surtout quand je suis en colère. Je me déconcentre facilement. Le bruit, les odeurs me gênent parce que je suis plus sensible que les autres. Mon accompagnante s'appelle Adélaïde. Elle m'aide dans ma scolarité. En classe, j'ai un ordinateur pour écrire plus vite et surtout pour moins me fatiguer. Écrire à la main me demande beaucoup d'efforts et d'attention. Lorsque je suis fatiguée, Adélaïde écrit les cours pour que je puisse écouter les leçons, mais lorsque je n'ai pas compris,
Elle m'explique et adapte les cours et les exercices pour que je puisse continuer à apprendre et progresser. À la maison, elle m'aide à faire mes devoirs, elle m'explique et me décompose les différentes étapes des consignes sans me dire les résultats. Je ne peux traiter qu'une seule consigne à la fois, ce qui fait que j'ai des difficultés pour la résolution de problèmes. Pour les contrôles, elle m'enlève des exercices trop compliqués pour moi, ou elle me dit de sauter cet exercice et de revenir après parce que sinon je m'énerve et je me bloque dessus. Ma mère, Camille Biojean, ma psychologue, et Adélaïde m'aident à me faire comprendre mes torts, mes réactions et le mal que je peux causer aux autres. À cause de mon syndrome d'Asperger, cela peut m'arriver de blesser les gens sans le vouloir. Je dis souvent ce que je pense sans m'apercevoir que je suis blessante. Pour moi, tout est blanc ou noir, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne connais pas le pardon si je me sens trahie. Je suis très respectueuse des règles et je peux me mettre en colère si les autres ne les respectent pas ou ne tiennent pas leurs promesses. Comme je ne comprends pas les sous-entendus, les plaisanteries, que j'ai du mal à décoder les émotions, très souvent je comprends de travers ce que les autres veulent me dire. Ce qui peut entraîner des conflits avec mes amis, j'essaie de contrôler mon impulsivité, mais c'est difficile. À la maison, avec Adélaïde, nous faisons des jeux de société. PS, je la bats tout le temps. Pour créer et organiser des stratégies dans ma tête. Nous sortons parfois au cinéma, au restaurant, au parc d'attractions pour m'apprendre les règles de la vie quotidienne. Cette année, je suis heureuse d'avoir plein d'amis. Nous faisons des sorties au McDo, au cinéma. Maintenant, grâce à mes efforts, j'ai un amoureux. Je me repère plus dans ma ville alors qu'avant je n'y arrivais pas et je paniquais. J'arrive aussi à plaisanter alors qu'avant je n'y arrivais pas du tout. J'ai même fait un rubrique du blog du collège qui s'appelle les toc-toc de Léa. Toc toc toc. C'est Arnaud. Arnaud, enfants de la patrie. J'ai pas fini. Grâce à mes efforts, j'ai une vie moins compliquée. J'aimerais avoir une vie normale. Je sais qu'avec tout mon travail, je travaillerai avec les animaux quand je serai plus grande. J'aurai un mari et des enfants. Une vie comme tout le monde, même si je serai toujours différente. Je voudrais remercier Anne-Sophie pour tout ce qu'elle fait, pour Camille Biojean pour ma psychologue et pour mon orthophoniste, Madame Vernon. Et ma mère surtout. Moi, évidemment, je voudrais remercier Léa. Et puis, j'ai une petite question quand même pour Léa. Léa, avec tous les progrès que tu as faits, maintenant, est-ce que tu penses qu'un jour, tu aurais pu aller à l'école toute seule, petite ? Franchement, je vous dis non parce que j'ai besoin d'Adélaïde pour m'aider, pour m'expliquer les choses. Mais peut-être qu'avec encore un peu de progrès, oui, je pourrais y arriver plus tard. D'accord. Et qu'est-ce que t'auras apporté l'école ? Des copains ? Des amoureux ? À apprendre beaucoup plus de choses, à nous aider dans la vie et à nous sentir plus grands. Enfin, c'est pour nous débrouiller tout seul et pour nous apprendre beaucoup de choses. Et maintenant, je vais essayer de poser quand même les mêmes questions à Michel. Michel, toi aussi, tu as eu des accompagnantes. Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais pu y aller plus petit sans ? Et si elles n'avaient pas été là, comment ça se serait passé ? Alors, en étant petit, ça aurait été possible, mais ça aurait été catastrophique. Mais, avec, c'est mieux. Et s'il n'y était pas là, c'est ce que j'ai dit, c'était catastrophique. Alors, je crois savoir effectivement que tu es délégué au collège ? Que tu étais délégué au collège. Délégué des délégués. Délégué des délégués, excusez-moi, soyons précis quand même, hein. On ne va pas faire au hasard. Donc tu prenais la parole devant les gens ? Oui, totalement. Et je le fais encore aujourd'hui. Je le fais encore aujourd'hui. De toute évidence. Est-ce qu'il y a des signes au jour d'aujourd'hui qui t'embêtent toujours dans tes signes d'autisme, dans ton syndrome d'Asperger ? Alors, moi non, ça ne me gêne pas, mais les autres, eux, ça les gêne. Donc,
Mais, Voilà. Donc en fait, c'est quand même juste la preuve du fait qu'on a beaucoup de mal, nous, neurotypiques, à cohabiter avec les personnes qui ont des signes autistiques. Sauf que, je vais vous le dire dans la conférence, il y a quand même de plus en plus de personnes avec autisme. Donc il va falloir que tous nous changions le regard pour pouvoir intégrer ces personnes. Parce que eux, ils vivent très bien avec leur handicap, et nous, on a beaucoup plus de mal. Alors, comme Joseph Chauvanec n'est pas encore là, je vais essayer de pallier à son absence pour l'instant, et je vais quand même citer quelque chose qu'il dit fréquemment. Donc, dans un bouchon, une personne neurotypique, qu'est-ce qu'elle fait? T'as pas des petits mots d'insulte là? C'est bien, c'est poli. C'est très bien. Donc, une personne neurotypique, dans un bouchon, elle commence à s'énerver. Et elle braille dans tous les sens. Et puis, une personne avec autisme, elle va faire ça. Et bien ça va nous choquer. Alors que typiquement, je pense très sincèrement qu'il est peut-être mieux de faire ça que d'insulter la Terre entière. Donc il va falloir apprendre quand même à vivre avec eux parce que leurs signes ne sont pas du tout terribles. Alors effectivement, il y a les crises des enfants. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin des méthodes. Mais une fois qu'ils peuvent vivre avec nous, il faut leur faire confiance, ils y arrivent vraiment. Voilà. Donc j'ai en plus la chance d'avoir Hugo Orio qui arrive au bon moment et qui va pouvoir effectivement vous présenter d'autres signes. Donc je pense que Hugo, c'est pas la peine de le présenter. D'abord, alors, excuse-moi, soyons précis, il faut de temps en temps présenter. Donc Hugo Orio, c'est aussi une personne qui est atteinte du syndrome d'Asperger. Oui, bon, personne n'a jamais vraiment su dire ce que j'étais. Des fois, il m'est arrivé d'être traité de psychopathe à tendance schizophrène. Donc, moi aussi. Donc ça dépend des points de vue. Et donc Hugo est apparemment, sûrement atteint du syndrome d'Asperger, et au jour d'aujourd'hui, il est complètement inclus dans la société et il est même comédien. Donc je vais lui laisser la parole et après je vous présenterai le point de vue des associations de famille sur l'école inclusive. Je vais me permettre de corriger un petit peu ce que vous dites, parce que totalement inclus, disons que j'ai plutôt dû me faire une place sur mesure, parce qu'évidemment, comme la plupart des personnes autistes, comme moi, à peu près 90% des adultes dans le spectre autistique en France, oui, on peut dire que j'ai pas de boulot, donc du coup, je me suis créé mon boulot. Donc j'ai écrit un livre pour commencer, que j'ai adapté ensuite pour la scène, enfin des choses comme ça. Et puis donc oui, là on est là pour parler de l'école. C'est vrai que oui, à l'école c'était un petit peu compliqué parce que j'étais donc en effet non-verbal jusqu'à l'âge de 6 ans et évidemment ça pouvait poser problème. Et quand à l'âge de 2 ans, ma mère s'est rendue compte que le projet était un projet d'internement en hôpital psychiatrique dès l'âge de 2 ans. Bon, disons qu'elle n'a pas, elle a préféré ne pas mettre la main dans ce rouage et donc me préparer pour que je puisse aller à l'école. Et arrivait donc bientôt l'âge de 6 ans, le CP. Et à ce moment-là, elle s'est dit, donc à l'époque, c'était dans les années 80, c'était beaucoup plus difficile de se renseigner sur la question de l'autisme, alors qu'il existait déjà dans d'autres pays des politiques beaucoup plus inclusives qu'en France. Et donc à l'âge de 6 ans, elle s'est dit, bon, il faut absolument qu'il ait le niveau, il faut absolument qu'il sache lire et écrire. Mais bon, pour moi qui ne parlais pas, c'était difficile donc, de le prouver. Et à l'âge de 3 ans, elle décide donc de dessiner l'alphabet sur le mur de ma chambre, en grandes lettres de couleur, et puis les chiffres, et finalement par un système qu'elle trouve un peu spontanément, mais qui pourrait se rapprocher finalement de ce qu'on appelle les pictogrammes. Mais bon, elle n'avait pas connaissance de tout ça. Elle commence donc, en associant chaque lettre à une couleur, à m'apprendre l'alphabet. C'est comme ça qu'en un après-midi, à l'âge de 3 ans, j'ai appris l'alphabet en un après-midi. Et donc quand j'arrive au CP, je ne parlais toujours pas, mais elle dit à l'instituteur, écoutez, voilà, mon fils, il ne parle pas, il ne participera pas, mais je vous garantis qu'il a le niveau, qu'il sait lire et écrire. Donc si vous dessinez des lettres sur le tableau, demandez-lui de vous montrer le A, le B, le C. Il ne verbalisera pas, mais il vous les montrera. Donc bon, l'instituteur est un peu dubitatif au début, mais il s'exécute, il dessine les lettres.
Et il me demande de montrer donc, où est le A, le B, le Z, le C. Et là, je lui montre exactement ce qu'il faut. Et là, il est bien embêté parce que j'ai le niveau, donc il est obligé de m'accepter. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé ma scolarité, on va dire, un peu entre deux feux, c'est-à-dire entre les élèves qui me faisaient, évidemment, étant peu exposés à la différence, on va dire un peu payer ma différence tous les jours, puisque je n'avais pas le même comportement, que dans la cour je ne jouais pas avec les autres, et puis les professeurs qui me faisaient un peu payer mon décalage. Par exemple, alors ensuite j'ai commencé, donc à force tout de même d'être toujours à l'école, finalement à m'ouvrir petit à petit, à parler petit à petit, à force de voir les codes, à observer les codes sociaux. Et finalement, les ennuis ont commencé quand j'ai commencé à parler, finalement. J'étais loin de m'en douter, mais et c'est là donc, que j'arrive au collège, une période assez difficile. Et donc on se retrouve en face d'une professeure de français qui décide de nous expliquer la différence entre le langage familier, le langage courant, et le langage soutenu, et tout en disant à sa classe, écoutez, quand je vous entends crier dans la cour, vous feriez bien de parler le langage soutenu, ça serait pas mal. Et moi, je l'ai vraiment pris au pied de la lettre, et j'ai dit, oui, puisque c'est comme ça, je vais parler le langage soutenu, je vais placer la barre haut, autant y aller. Et donc, je me suis mis à parler le langage soutenu à l'école. Et c'est là qu'une semaine après, donc, ma professeure de français convoque ma mère et me dit, madame, il y a un problème. Votre fils parle un langage soutenu. Ce serait bien qu'il cesse et qu'il se mette au niveau de ses camarades. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas très bien compris ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est vrai que là, on est un peu dans un problème de... finalement, je ne savais pas quoi faire pour correspondre. Et donc, c'est là que j'appelle ça, on va dire, on peut appeler ça un nivellement par le bas, mais que c'est comme il fallait essayer de correspondre à un fantôme qu'on appelle la norme, alors en fait il fallait être absolument vulgaire, mais accepter que la prof nous dise il faut que vous parliez langage soutenu, mais ne pas le faire. J'ai toujours pas vraiment compris ce qu'il fallait faire finalement. Aujourd'hui, j'ai toujours pas compris. Mais et donc ensuite, finalement, bon gré mal gré, après un parcours scolaire plutôt chaotique, j'ai finalement été très copain avec les mots, puisqu'après j'en ai fait mon métier en découvrant le théâtre. Et c'est ensuite que finalement, je suis finalement devenu un comédien, quoi, finalement. Et si vous voulez me poser quelques questions maintenant à propos de ça, je peux répondre à tout. Alors évidemment, la première question, c'est donc qu'il n'y a jamais eu d'accompagnante avec toi. Non, jamais, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui donc les AESH ou les AVS, on n'en parlait pas du tout. Ça n'existait pas, et donc en effet, j'étais en effet seul à l'école, et donc il a fallu faire seul. Mais même si c'était très compliqué, je ne regrette pas, puisque l'autre chemin qu'on me proposait était finalement, dans le cadre de la surinstitutionnalisation du handicap franco-française, c'était un internement à perpétuité. C'est-à-dire à commencer par un hôpital de jour, mise en observation, puis après quelque chose de tracé d'institut en institut, et finalement après aujourd'hui j'aurais été toujours finalement comme sur cette voie de garage où on met les personnes handicapées, parce que c'est vrai qu'on a une politique assez ségrégationniste au niveau du handicap, et alors que finalement quand on regarde par exemple, tout simplement les chiffres. C'est vrai qu'en France, 20% des enfants autistes scolarisés en primaire. Après, quand on va au collège, on tombe à 5%. Et puis au lycée, il y en a peut-être 500 en tout qui doivent être scolarisés, quelque part éparpillés dans la nature. Et quand on regarde l'Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Europe du Nord, les États-Unis, on est dans un taux de scolarisation entre 80 et 100%. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que finalement les autistes en France seraient moins capables d'aller à l'école que les autres ? Moi, je pense que c'est plutôt le système qui est moins apte à les accueillir. C'est plutôt ça, parce que je ne pense pas que l'autisme n'ayant ni classe sociale ni nationalité, l'autisme n'est pas différent en France qu'il l'est ailleurs. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui, paraît-il, se sera mystérieusement arrêté à nos frontières.
Il n'y a pas que les parents qui sont très militants pour faire rentrer les enfants. De toute évidence, il y a aussi les personnes avec autisme, et par chance. Hugo, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des signes qui te polluent la vie ? Tu as utilisé tout à l'heure au pied de la lettre. Moi, mon petit garçon, au pied de la lettre, c'est le pied de la lettre. Voilà. Oui, donc c'est vrai qu'à force de voyager avec les mots, j'ai découvert par tout ce qui est les doubles sens, j'ai fini par les découvrir. Alors mon problème, ça a été le problème inverse, c'est-à-dire que à partir de l'âge de 15 ans, d'un point de vue extérieur, je suis arrivé à devenir totalement insoupçonnable au niveau de mon apparence, de ma présentation, de ma gestuelle, ce qui ne veut pas dire que l'autisme disparaît, mais que on apprend à composer avec un peu comme un rôle. Et donc ensuite, de l'âge de 15 à 30 ans, ensuite pendant 15 ans, j'ai totalement enterré cette période parce que ça m'avait causé tellement de stigmatisation, de mise à l'écart, que je me suis dit qu'il fallait absolument que personne ne soit au courant. Donc toutes les personnes avec qui je me liais d'amitié, après, vers l'âge de 20 ans, 25 ans, je ne leur parlais jamais de ça. Et donc, après, ensuite, quand j'ai sorti mon livre, 15 ans plus tard, vers 30 ans, toutes les personnes que j'avais côtoyées à ce moment-là se sont dit, mais en fait, on ne te connaît pas. Et il est vrai qu'à un moment donné, quand mon livre est sorti, donc j'ai eu un problème avec la presse à un moment donné. À ce moment-là, c'est le TF1 qui appelle mon éditeur. C'était mon premier livre, je sortais nulle part, et quelque chose d'inespéré, il demande l'exclusivité pour annoncer le livre. Donc, parfait. Et donc, ils me disent, mais par contre, monsieur... Voilà, quand on vous regarde comme ça, alors on adore votre livre, on veut vraiment le mettre en avant, mais par contre, on voit comme ça l'autisme, on va vous prendre pour un canular. Donc, est-ce que vous avez une preuve de votre autisme ? Et donc, à cette époque-là, évidemment, les diagnostics précoces, aujourd'hui, c'est encore un problème. Mais alors, à l'époque, vous imaginez bien que si j'avais attendu qu'on me pose un diagnostic, il fallait attendre jusqu'à l'âge de 6 ans en hôpital de jour, donc ce que je n'ai pas fait. Et donc, mon problème, c'était que j'étais devenu tellement bon comédien que finalement, ensuite, on ne voulait plus croire mon histoire. Et c'est heureusement par des images d'archives que j'ai pu leur montrer, des images d'enfance, où là, évidemment, les signes ne trompaient pas, que finalement, ils ont accepté de me croire, parce que sinon, j'étais devenu un imposteur, un affabulateur. Donc après, par contre, évidemment, donc je dirais qu'aujourd'hui, au niveau de ma présentation, tout ça, oui, je passe au travers des mailles du filet, par un jeu de comédien finalement, et puis finalement c'est pour ça que je suis devenu comédien, un peu par paresse, puisque c'était la suite logique, ayant dû être comédien dans ma vie, après finalement je me dis pourquoi pas être comédien professionnel, finalement c'était assez logique. Mais donc après, par contre, je dirais qu'au quotidien, en apparence, l'autisme aujourd'hui c'est quelque chose avec lequel je fais avec, comme beaucoup de personnes indétectables aujourd'hui, qui sont plus nombreuses qu'on ne le croit. Merci Hugo. Bonsoir, je suis enseignante et je suis tout à fait d'accord par rapport à l'intégration des enfants autistes à l'école. Je trouve ça très bien, mais le truc c'est que nous à l'UFM, moi j'ai jamais entendu parler d'enfants autistes, on n'en a jamais eu dans notre formation. En formation continue non plus, on ne nous propose aucune formation. Et donc moi je ne connais pas, c'est pour ça que je viens ce soir ici, parce que je ne sais pas ce qu'est l'autisme en fait. Donc, et nous avons un enfant autiste à l'école et je ne sais pas, je ne l'ai pas eu dans ma classe, donc voilà, mais je suis vraiment curieuse en fait de connaître, parce que voilà, je pense que ce serait vraiment bien qu'il soit intégré à l'école. Voilà. Alors oui, évidemment, c'est vrai qu'en France, on commence à essayer d'y venir, mais on peine à y venir. C'est qu'il y a un vrai problème de formation au niveau des personnels enseignants pour l'autisme. C'est-à-dire qu'en France, on veut absolument que ce soit le domaine du soin qui s'en occupe. Et donc, du coup, c'est vrai, par exemple, quand vous êtes comédien dans la vie, on vous pose souvent la question, alors tu es comédien, tu es amateur ou tu es professionnel ? Aujourd'hui, en France, je dirais qu'il y a beaucoup de psychiatres qui sont des psychiatres amateurs. Parce que quand des psychiatres, au nom de dogmes psychanalytiques, entendent s'occuper de personnes autistes, finalement en les enfermant,
Et en effet, les moyens sont déployés plutôt dans le secteur des soins, donc ce qui est un vrai problème. Et donc moi, j'ai toujours plaidé pour un transfert de ces fonds, en effet, pour la formation des enseignants. Après, moi, personnellement, c'est pas moi qui pourrais vous enseigner cela, parce que moi, je ne suis qu'un prototype de l'autisme, donc ce qui ne fait pas de moi un professionnel, si vous voulez, de l'autisme. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est urgent que des fonds soient orientés, soient transférés, en effet, du soin à l'éducatif, en effet. Bonsoir. Moi, c'est une question un petit peu plus personnelle. Je suis maman d'un enfant avec autisme. Je voulais savoir jusqu'où vous aviez été dans votre scolarité. La scolarité, j'ai été, oui, on va dire presque jusqu'au bout. Alors après, j'ai voulu tellement devenir normal, entre guillemets, que j'ai décidé de redoubler et après de commettre quelques méfaits. Et donc, j'ai fini par me faire virer. Et ensuite, une fois que j'étais viré, donc j'ai passé mon bac par correspondance 2 fois et en l'ayant eu au rattrapage. Et alors du coup, la deuxième année où je l'ai passé, j'avais eu un peu plus de bol parce que il y a eu tellement de redoublants l'année d'avant que du coup ils avaient une politique où ils rajoutaient quelques centièmes de points et donc du coup j'ai fini ma scolarité comme ça. Et il se trouve qu'à la fin, donc quand j'étais au lycée, vu que oui, j'arrivais pas vraiment à y trouver de l'intérêt, ma place, je séchais les cours pour aller au théâtre, et donc finalement, j'ai fini saltimbanque. Merci. On a du mal à vous considérer comme autiste. Quelle est la différence entre un vrai autiste et vous? Entre quoi, il a dit? Un vrai autiste et toi. Ah, oui, justement, parce que c'est justement, on m'a souvent affublé du mot faux autiste. Et c'est vrai que dans la mentalité, souvent des lieux communs sur l'autisme, le vrai autiste, c'est soit celui qui va se taper la tête contre les murs toute la journée, mais finalement celui qui a été délaissé du milieu ordinaire, qui a été enfermé, donc du coup qui va toute sa vie va être quelqu'un d'enfermé qui n'aura pas les codes, ou alors c'est l'autiste Rainman surdoué, si vous voulez, mais entre les deux, ça serait des faux autistes, sauf que c'est 90% de l'autisme entre les deux. Donc ça va faire beaucoup de faux autistes en France. Dans les faux autistes, vous avez Bell, l'inventeur du téléphone, vous avez Ford, l'inventeur de l'automobile, vous avez Bill Gates, vous avez Michael Jackson, vous avez Woody Allen, et tout ça, techniquement, quand vous les entendez parler, vous avez quand même du mal à croire que c'est des autistes malgré tout. Et ils le sont. J'apprécie beaucoup la citation de Bill Gates. L'informatique est une invention d'autistes pour les autistes. En effet, oui. Bonsoir, Charlotte Decolle. Je suis une maman d'un enfant qui n'est pas autiste, mais qui a une anomalie génétique très rare. Et j'ai créé un mouvement qui s'appelle Ensemble face au handicap. Et je rejoins Hugo dans le sens où je pense qu'il existe autant de formes d'autisme qu'il existe d'autistes. Donc c'est très compliqué et c'est très difficile d'apporter une solution, enfin un modèle de solution qui fonctionne avec tous, parce que chaque cas est unique et chaque cas est différent. Oui, bien sûr, c'est vrai que chaque autisme est en particulier, c'est toujours quelque chose de un peu sur mesure. C'est vrai qu'il n'y a pas de... par exemple, dans tout ce qui est de l'ordre du comportemental, on ne peut pas plaquer quelque chose comme ça sur une personne autiste. Sur certains, ça va faire marcher, sur d'autres pas. En tout cas, ce qui est vrai pour tous les personnes autistes, c'est que l'autisme n'est pas irréversible. L'autisme n'est jamais irréversible, c'est-à-dire qu'il évolue. Il ne disparaît jamais, mais ou alors il disparaît en apparence, dans la présentation de l'individu, mais l'autisme n'est... le point commun entre tous les autistes, c'est que l'autisme n'est pas irréversible, qu'il sera toujours évolutif, et ça, c'est même en dépassant l'autisme, pour tous les handicaps en général, je pense que plus on est dans une
une politique inclusive, et plus on est en milieu ordinaire, plus les individus ont une chance de pouvoir s'épanouir dans la société, trouver une place et accéder à une autonomie partielle ou totale, ça dépend ensuite. Mais évidemment, après, chacun peut avoir besoin d'un accompagnement différent, plus ou moins intensif pour certains, pour d'autres moins, oui, en effet. Mais en tout cas, quel que soit l'autisme, pour moi, c'est en tendant vers une inclusion en milieu ordinaire que ça se passe. Par exemple, en Italie, c'est exactement comme ça que ça se passe. En Italie, quand vous avez un enfant autiste, quel que soit son degré d'autisme, le protocole est le suivant, c'est que la classe est divisée par 2, donc on passe de 30 à 15, et puis il y a une personne qui accompagne, donc une AVS qui est là. Et ils se sont rendus compte même qu'en faisant ça, le niveau de la classe augmentait. Alors que tout le monde avait peur de ça au début, puis finalement le niveau de la classe augmente, et puis finalement tous les autres élèves sont amenés à avoir beaucoup plus, à être exposés à la différence et à interagir ensemble, et du coup ça crée finalement des classes plus fortes, et puis après ça c'est valable aussi dans le monde du travail. Aujourd'hui il y a des entreprises, en France, la plupart des autistes sont au chômage, mais si vous traversez le Rhin, par exemple, vous avez en Allemagne des multinationales qui se battent pour employer des autistes. Et enfin, des fois même, si vous n'êtes pas autiste, c'est même pas la peine de présenter votre CV pour certaines places. Donc c'est vraiment une différence de mentalité. Alors en Italie, en l'occurrence, ce ne sont pas des AVS, ce sont des enseignantes spécialisées qui accompagnent les enfants, comme à Monaco, comme dans différents pays, effectivement. Ce sont des personnes formés, spécialisés dans le handicap. Et pourquoi est-ce que les enfants, effectivement, progressent autant? Les enfants neurotypiques, pourquoi est-ce que ça marche autant? C'est que des méthodes qui auront été adaptées pour les enfants autistes, on réalise que finalement, sont bénéfiques pour les enfants neurotypiques aussi.